Merci de nous avoir reçu, d'avoir accepté notre invitation et de nous recevoir ce soir. On s'intéresse aujourd'hui à l'expérience entrepreneuriale que tu as, et on voulait donc te laisser te présenter un petit peu ton parcours, où tu as commencé. Ça va être long alors. Hein. Donc voilà, moi je m'appelle Thierry Rouquet, j'ai 57 ans et je suis ingénieur de l'INSA, j'ai un diplôme d'ingénieur de l'INSA de Lyon. J'ai commencé ma carrière dans des grands groupes. Je suis spécialisé dans le génie énergétique, donc j'ai commencé dans une entreprise qui s'appelle Schlumberger, qui est le leader mondial de la prospection pétrolière. J'ai passé 3 ans chez Schlumberger, qui est une société magnifique, avec laquelle j'ai appris énormément de choses. Et au bout de 3 ans, j'ai démissionné parce que j'ai été recruté par une entreprise dans l'informatique qui s'appelait Digital Equipment, qui était un des grands fournisseurs de Schlumberger, qui me proposait un salaire beaucoup plus important, et qui me proposait de rentrer dans la fonction commerciale que je ne connaissais pas, pour m'occuper des clients du pétrole. Et c'était, je trouve, quelque chose de très intelligent de leur part. Ce qu'ils cherchaient, ce n'étaient pas des gens qui connaissaient l'informatique, en l'occurrence je ne la connaissais pas, mais qui cherchaient des gens qui connaissaient les clients. Et moi je connaissais bien le monde du pétrole. Donc ils m'ont embauché pour m'occuper de grands clients dans le domaine du pétrole. Et c'était une entreprise américaine très dynamique à cette époque-là, qui marchait, qui était admirée et admirable. Et donc je suis resté là pendant 5 ans, comme ingénieur commercial de rencontre et ensuite directeur commercial d'une entité. Je voulais rester 2 minutes là-dessus parce que donc ça veut dire que je suis resté pendant, on va dire, 7 ou 8 ans comme salarié chez des très grands clients. Et sans être passé par là, j'aurais eu beaucoup de mal à faire ce que j'ai fait après. Parce que j'ai vraiment appris ce qu'était le commerce, ce qu'était le contrôle de gestion, ce qu'était le management dans ces entreprises, et pour moi ça a été un point très fort qui m'a beaucoup construit dans le futur. Alors, dans les années 95, Digital Equipment, pour qui je travaillais, avait des difficultés. L'informatique, ça a toujours été un métier relativement cyclique, il y a des périodes qui marchent très bien, des périodes qui marchent moins bien. Les constructeurs informatiques notamment avaient des problèmes, et j'ai eu la chance de profiter d'un plan de licenciement pour lequel je m'étais porté volontaire. C'est-à-dire que la société devait licencier, et compte tenu des contraintes sociales, elle avait été contrainte de le faire sur la base du volontariat. C'est-à-dire les gens qui partaient sont ceux qui voulaient partir. Et en l'occurrence, la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, ils te donnaient un peu d'argent pour partir. Pas mal. Voilà. Et donc, bon, c'est des situations qui sont toujours un peu compliquées, parce que ça prend toujours quelques mois. Et dans cette période, j'ai eu l'occasion de parler avec des collègues, un qui était dans la partie commerciale comme moi, qui avait des clients, d'autres clients comme moi étaient plutôt dans la partie agroalimentaire, moi j'étais dans la partie énergie, et puis un troisième qui lui était patron d'une équipe technique, un type qui connaissait très bien les réseaux informatiques et tout ça. Et on s'appréciait, on avait travaillé ensemble, on s'appréciait, et puis en parlant de ce qu'on allait faire après, alors évidemment on pouvait chercher un job ailleurs, en plus à cette époque-là c'était facile de trouver un job, on s'est dit mais c'est une opportunité, on va essayer de faire une boîte, on va essayer de créer une boîte. Et alors on n'avait pas la moindre idée de la manière dont ça allait se passer. Hein. Moi, et j'aime bien dire cette anecdote, à cette époque-là, donc je m'occupais de grands clients, j'avais un budget, une équipe de commerciaux, et on devait faire peut-être 30 millions d'euros par an de chiffre d'affaires, ce qui était déjà beaucoup. Hein. Par contre, je n'avais absolument aucune idée de la différence entre un compte d'exploitation et un bilan. Je suis ingénieur de formation, j'ai jamais appris l'école, et comme commercial, voire comme ingénieur terrain chez Schlumberger, jamais j'avais pris le temps de comprendre ce qu'était la différence entre le bilan et le compte d'exploitation. Et en créant l'entreprise, je ne savais toujours pas. Mais ça m'a pas... Bon, mais j'ai pensé que ça pouvait être un problème et qui devait pouvoir être résolu assez vite. Ce qu'on savait, c'était trouver des clients, ce qui était déjà une bonne nouvelle, d'accord ? Donc, on a profité de cette occasion d'avoir un peu de temps pour réfléchir et puis d'avoir cette opportunité du plan de licenciement qui nous permettait d'avoir un chèque et donc de pouvoir passer peut-être 1 an sans avoir de revenus, hein, puisque c'est ça le problème. Quand tu crées une entreprise à 23 ans,
et que tu étais étudiant avant, bon, ben, tu es habitué à pas avoir de revenus, ça va. Mais quand tu le fais à 35 ans, que tu as 2 enfants et une femme, c'est déjà plus embêtant, d'accord? Donc il faut avoir cette occasion. Donc nous, on a eu cette occasion et cette chance, et on a décidé donc de créer notre première entreprise. Alors ça, c'était la volonté. Après, il fallait trouver un domaine sur lequel. Et 95, c'était le début de l'Internet. Ouais. Vous n'étiez pas né, mais c'était le début de l'Internet. Ouais. Et Digital, la société qui nous avait licenciés, était l'un des pionniers. C'était une des boîtes américaines qui avait inventé l'Internet. Donc nous, on était bien placés non pas pour tout comprendre, parce qu'à cette époque-là, on ne comprenait pas grand-chose, mais en tout cas pour voir qu'il y avait un gros truc qui se préparait et pour apparaître un peu comme des pionniers de ce sujet. Donc on a créé une entreprise qui a été une des premières sociétés qui se sont ensuite appelées des web agencies ou des choses comme ça. À l'époque, ça ne s'appelait pas les web agencies, mais c'était une société de services et de conseils autour de l'Internet qui s'appelait Axidia. Voilà. Okay. Donc voilà, nous voilà partis dans un placard à Orsay, en région parisienne, tous les trois, à avoir créé notre entreprise. Alors, il se trouve que l'idée, mes deux associés étaient des types très capables, et puis on avait trouvé un bon créneau, on s'est bien pris, ça a très bien marché. On a levé des fonds auprès d'investisseurs, ça devait être en 97, et la vie entrepreneuriale, c'est aussi une vie qui est faite de succès, d'échecs et de difficultés. Je voulais en évoquer une. Un de mes associés a eu un cancer très vite après la création de la société. Donc, il s'est avéré que 3 mois après la création de la société, il s'est fait diagnostiquer un cancer. Il a été out pendant 6 mois. Ça a été très compliqué, évidemment. On était 3, il y en a un qui disparaît. En plus, le mec qui connaît la technologie, c'était quand même pas facile. Il est revenu. Le cancer est revenu après, il en est mort après les années 2000. Mais ce que je veux dire, c'est aussi ça la vie d'une entreprise, c'est-à-dire que c'est une aventure humaine, avec des gens avec qui on doit avoir une harmonie la plus parfaite possible, et il y a les accidents de la vie. On peut avoir un associé, alors dans ce cas c'était vraiment dramatique, mais on peut aussi avoir un associé qui divorce, qui a des problèmes, qui n'est pas là. C'est ça l'entrepreneuriat, hein, c'est d'être capable d'accepter ça, parce que on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est dedans, c'est pas forcément écrit, d'accord? Donc je continue l'histoire, donc on a développé la société de manière rapide, en profitant de cette vague qu'on appelait la vague Internet, on appelait ça la nouvelle économie à l'époque, puisque ça a bouleversé un peu tout, hein. Et en 2000, on a cédé l'entreprise à une société américaine qui s'appelait Scient Corporation, qui était une société également du monde de l'Internet, cotée au Nasdaq, basée à San Francisco, extrêmement prestigieuse, etc. Il y a quelques années de cela. Désormais, les lois ont un peu changé, la démarche entrepreneuriale a un peu évolué. Il me semble que tu as créé une deuxième entreprise. Alors après, en fait, après cette période-là, j'ai voulu retrouver un nouveau projet, et je m'étais dit que j'allais essayer de racheter une société existante avec l'aide de fonds. Ça s'est avéré plus compliqué que prévu, ça prend du temps, c'est compliqué, il faut trouver la bonne société. Et finalement, des investisseurs que je connaissais m'ont proposé d'investir et de reprendre une société à Lyon qui s'appelait Arcou Network Security. Qui était une société qui avait été créée en 2001, là on était en 2003, et ils voulaient accélérer le développement de cette société en injectant des moyens dedans, et ils avaient besoin d'un nouveau patron. Et donc c'est là que je suis arrivé à Lyon pour prendre la direction d'Arcoun. Donc là c'est une aventure qui a duré 10 ans. On a levé beaucoup d'argent avec Arcoun, on l'a introduit en bourse, et au final je l'ai vendu à Airbus en 2013. C'était une société de quoi, Arcoun ? Arcoun, c'était une société dans le domaine, un développeur de logiciels dans le domaine de la cybersécurité des réseaux informatiques. Et puis, après Arcoun, il fallait bien faire quelque chose. Hein. Je n'avais pas forcément envie de passer ma vie à jouer au golf. Et donc, on s'est dit, et Laurent, qui est beaucoup plus jeune que moi et qui n'avait jamais créé d'entreprise, avait lui aussi envie de se lancer. Seul, je n'aurais probablement pas fait, mais avec quelqu'un en qui j'avais toute confiance, j'avais envie de le faire. Et en plus, on avait 2-3 idées au départ.
Une de ces idées, ça consistait à tenter de racheter une partie d'Arcoun à Airbus, parce que Arcoun, il y avait plusieurs parties, une partie d'Arcoun à Airbus. On a essayé de monter le projet. Bon, on a vu que c'était compliqué et que c'était difficile pour le groupe qui nous avait racheté d'accepter que nous-mêmes on rachète. Enfin, ça pouvait être mal compris et compliqué. Du coup, on a abandonné cette voie et il y avait un sujet dont on savait qu'il commençait à émerger en tant que besoin chez les clients, c'est-à-dire c'est ce problème de cybersécurité des réseaux machines, des réseaux industriels, qui était un problème qui n'existait pas avant, mais qui commençait à exister, et on s'est dit, on savait par ailleurs qu'il y avait une loi qui était en préparation, qui devrait inciter les industriels à accélérer, et on s'est dit là, il y a un créneau. Il y a un créneau, c'est-à-dire qu'il y a un alignement de planètes. On a le savoir-faire, il y a un marché qui est en train d'émerger, on connaît des clients intéressés, puis il y a une réglementation qui est en train de se mettre en place. C'est là où une start-up doit se lancer. Okay. Alors, le risque, c'est quoi? C'est que ça démarre plus tard que prévu, qu'on se soit planté ou autre. Mais voilà, donc on a décidé de se lancer là-dessus, et on a créé Centrio sur ce thème-là. Ok. Et au vu de ces deux expériences de création d'entreprise, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'a plu dans la création d'entreprise? Quelles ont été les difficultés? Est-ce que tu as rencontré les mêmes à deux époques différentes ou les difficultés, il y en a tout le temps. Je veux dire, il faut les difficultés, il y en a tous les jours. Des trucs pour t'empêcher d'avancer. Il faut trouver des bonnes raisons pour ne pas avancer, il y en a toujours. Ce qui est intéressant, c'est de travailler avec des gens dont tu ne comprends pas comment ils avancent, mais ils avancent, plutôt que des gens qui t'expliquent pourquoi ils n'avancent pas. Dans les deux cas, je pense qu'enfin moi, ma position, c'est que l'entrepreneuriat, c'est d'abord une aventure humaine. C'est une aventure humaine, c'est avec qui tu t'associes et comment tu es capable de t'entourer et quelle est la cohésion et le leadership que tu peux donner. Tout est là, d'accord? Et donc la première chose qui est importante là-dedans, c'est avec qui on s'associe. Et l'expérience que j'ai eue, moi, depuis le début, c'est que c'est ça qui est le plus compliqué. Et je touche du bois, ça a toujours marché, parce que justement, je me suis toujours associé avec des gens pour qui j'avais du respect, qui n'étaient pas des amis, c'était pas des copains, c'est des gens pour qui j'avais du respect, donc je savais les qualités et les défauts, qui connaissaient les miens aussi, qui les acceptaient, et avec qui on arrivait finalement à avancer, malgré le fait que chacun puisse avoir des fois des aspirations différentes, des problèmes, j'en ai parlé dans la vie. Sur une expérience d'entrepreneuriat de 5 ans, forcément, il y a des accidents de la vie, il y a des problèmes, il y en a un qui a un coup de mou à un moment, et c'est là que l'autre doit compenser. Voilà. Et 80% du temps, les entreprises échouent dans les premières années à cause de problèmes entre les actionnaires. Et donc, je pense que choisir avec qui s'associer, c'est la chose la plus importante. D'accord. La deuxième chose qui est importante, alors après évidemment, mais ça c'est une tarte à la crème, il faut savoir s'entourer, c'est-à-dire que les gens qu'on recrute, les premières personnes qu'on recrute, elles sont évidemment très importantes. Et puis la dernière, c'est toutes ces entreprises, j'ai toujours eu des actionnaires financiers, parce que c'est comme ces entreprises qui étaient souvent dans le domaine de la technologie, on avait besoin d'investisseurs. Un investisseur, quand il met de l'argent, il devient actionnaire. Et donc là, il faut d'abord essayer de le choisir consciencieusement, parce qu'on va vivre avec lui pendant un moment, il va y avoir des conseils d'administration, on va signer des contrats qu'on appelle un pacte d'actionnaires qu'il va falloir respecter, il va falloir prendre des décisions ensemble, et donc le fait d'être extrêmement rigoureux et d'être très dans la relation avec l'actionnaire, c'était aussi un élément clé. C'est-à-dire que c'est fondamental. Beaucoup d'entrepreneurs font l'erreur de penser que l'investisseur il met de l'argent et ensuite on ne lui parle plus, et c'est pas comme ça que ça se passe. Et est-ce qu'il y a un schéma type pour créer une entreprise où chaque création d'entreprise est différente? Une fois que tu as des bases, est-ce que tu peux créer tout type d'entreprise ou, je pense que le schéma type, il est que... En fait, c'est à la fois compliqué et très simple.
tout l'aspect technique, c'est-à-dire déposer les statuts, créer une comptabilité, tout ça, il faut savoir que ça existe, mais il y a plein de gens pour t'aider à le faire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des avocats, il y a des experts comptables, et puis au début, c'est pas très compliqué de toute façon. Non, ce qu'il faut comprendre, le schéma type, c'est qu'il faut avoir une idée assez précise du type de valeur ajoutée qu'on veut amener au marché, quels sont les clients, et qu'est-ce qu'on va leur proposer, et à quel moment. C'est ça qui est important. C'est le côté, quelle est la valeur que je vais amener, et c'est qui mon client. Je crois que c'est ça qui est important. Il faut être convaincu qu'il faut avoir une certaine passion dans ce qu'on fait, il faut être convaincu d'apporter quelque chose et pas simplement de recopier ou de... Oui, alors après, des fois, recopier, ça peut aussi être de recopier, parce que si tu développes une activité, je sais pas moi, si tu développes une activité de boulangerie industrielle, ça existe déjà. Oui. Par contre, tu vas le faire différemment, tu vas le faire sur un autre territoire, avec un autre prix, avec une autre qualité. Donc la différenciation, elle peut se concevoir sous plein de formes différentes, suivant la nature de ton business. T'es pas obligé de faire un truc qui soit absolument nouveau. Ouais. Le côté innovant, il peut être subtil. C'est pas forcément quelque chose on n'est pas tous obligés d'inventer l'iPhone pour créer une entreprise. Non, sinon, ça serait compliqué. C'est pas forcément le produit final, ça peut être tout le process. Non, et puis c'est aussi, tu peux très bien aussi créer une entreprise au départ. Nous, quand on a créé Centrio au début, on savait quel type de valeur et quel type de problème on voulait résoudre. On ne savait pas forcément exactement comment on allait le faire. Donc, ce que l'on a fait, c'est que on s'est appuyé sur une approche qui est maintenant bien connue, qui s'appelle le Lean Startup, qui est la logique d'agilité appliquée à la création d'entreprise. Et on s'est dit, nous, ce qu'on sait faire, on pense qu'on a identifié un besoin, voilà comment on pense l'adresser, mais on n'est pas sûr. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre nos idées par écrit, on va essayer de faire un petit prototype pour regarder la gueule que ça va avoir, puis on va voir des clients. Et on va leur dire, voilà, on a ça, est-ce que vous seriez prêt à l'acheter si effectivement c'était pas... Et on va essayer de voir quelles sont leurs réactions. Et donc on a passé beaucoup de temps à réfléchir à ce qu'on allait faire, à essayer de le caractériser le plus possible, d'aller voir des clients, avoir des retours, revenir le modifier, retourner voir les clients, jusqu'au moment où on avait un truc, là c'est bon. On a suffisamment de retours de clients pour savoir que là on a un truc, qui si on y arrive, on va avoir un marché. D'accord ? Donc c'est très itératif en fait. Et c'est assez marrant, c'est-à-dire, tu sais à peu près où tu veux aller, tu sais que tu veux y aller, tu sais à peu près où tu veux aller, mais tu ne sais pas comment. Par contre, si tu commences pas à y aller, tu n'iras jamais. D'accord ? Donc il faut accepter ça. Il faut se dire, je vais poser déjà un truc, ça se trouve, je me plante, mais c'est pas grave. Je me suis planté sur un cycle, je reviendrai en arrière, c'est pas grave, et je repartirai dans l'autre sens. Voilà, l'idée, c'est d'être à la fois une idée assez claire de vers où je veux aller et quel type de valeur je vais amener, et ensuite d'être capable d'engager un certain nombre d'actions pour pouvoir aller dans cette direction, mais en prenant un certain nombre de... Et tout ce processus, ça vous a pris combien de temps à peu près, en partant de la simple idée à la concrétisation d'un produit final qui est exploitable? Là, je pense qu'en l'occurrence, surtout dans un sujet qui est complexe, on est allé relativement vite, mais il nous a fallu bien 12 mois quand même. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui ont pour l'instant une idée, mais qui ne l'estiment pas assez concrète ou encore pas assez développée pour se lancer? Je pense qu'il faut essayer de... Alors c'est difficile parce que ça dépend vraiment du stade de l'idée, etc. Mais il faut essayer de se donner les moyens de la rendre un peu plus concrète jusqu'à un point où on pourra eux-mêmes ou avec une certaine aide, ils pourront savoir si vraiment ça vaut le coup de se lancer ou pas. Et il faut... Voilà, c'est-à-dire que, parce qu'une idée, ça veut dire, une idée, ça peut être un truc qui nous traverse l'esprit, c'est pas ça une idée entrepreneuriale. Une idée entrepreneuriale, c'est un truc structuré, c'est-à-dire que aux jeunes qui en sachent, je leur dirais, c'est déjà, tu fais le travail, c'est-à-dire tu essaies de formaliser au maximum ton idée,
de la caractériser, d'essayer de... Tu t'achètes Lean Startup et tu utilises ce qu'on appelle le Business Canvas qui définit les différents points. Tu regardes si tu es capable de faire ça, si tu es capable de répondre aux questions. Et si au bout du bout, tu es capable, peut-être qu'il faut que tu te fasses aider, hein, voilà. Si au bout du bout, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Ok. Et pour toi, c'est quoi le but premier d'un entrepreneur? Alors après, c'est très personnel comme... je pense qu'on a envie de se prouver des choses. Ok. Je pense que quelqu'un a envie de se prouver des choses. On a envie d'une certaine autonomie. On a envie de... Et puis on a envie de se prouver des choses, on a envie d'être fier de ce qu'on fait. Je pense que quelque part, c'est aussi un peu un problème d'ego, c'est aussi le regard des autres qui est important. Voilà, on a envie de se dire, voilà, c'est moi qui l'ai fait. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Quand je vous ai parlé de la deuxième boîte que j'avais fait, la Digital Equipment, qui est une boîte magnifique. Quand j'étais rentré là-dedans, c'est une boîte, tout le monde avait une admiration, c'était comme Google, si tu veux, à l'époque. Tout le monde voulait rentrer là. Je rentre là. Je fais un entretien avec mon N+2. Pour moi, c'était Dieu le Père. Si tu veux. C'était Dieu le Père. Il y avait une super bagnole, etc. Et putain, bon, c'est super. Et puis, 2 ou 3 ans après, donc j'étais dans la boîte, moi, normale, et ce type-là, qui devait avoir plus de 50 ans, parce que c'est la vie, parce que dans ces boîtes, il se fait mettre sur la touche. Alors il continue à avoir sa grosse bagnole, à être très bien payé, mais bon, en même temps il se fait un ulcère à l'estomac parce que comme il était sur la touche, etc. Et là je me suis dit, bon Thierry, à 50 ans t'es plus là, il faut que tu sois plus là, il faut que tu sois démerdé pour pas dépendre de d'autres, quoi. Tu vois, et pas se retrouver, parce que c'est le pire de tout, c'est-à-dire tu rentres dans une boîte comme ça, tu fais une très belle carrière. C'était sans doute lié à ses mérites, mais c'était surtout lié au fait que la boîte, globalement, elle avait une aspiration terrible. Il se retrouvait dans une position statutaire qui était the big boss, ce machin. Voilà, avec tout ce que ça lui apportait psychologiquement. Et puis du jour au lendemain, il y a un nouvel Américain qui arrive, qui le vire, qui le fout à côté. Et ben le mec, il se met à déprimer. Et ça, quand tu es entrepreneur, ça t'arrive pas. C'est-à-dire, ça t'arrive pas, c'est-à-dire, si ça t'arrive, tu le vois venir, tu vois, et puis tu sais pourquoi. Et c'est vachement plus satisfaisant quand même, d'accord ? Parce que là où tu arrives, c'est toi qui l'as construit. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'y es pas arrivé, mais c'est pas grave, tu n'y es pas arrivé. Et puis, voilà, tu vis pas des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est peut-être plus dur, mais il n'y aura pas de situation où ce qui va t'arriver dépend de personnes extérieures. C'est toi qui auras ton avenir dans les mains. Le sentiment d'autonomie, de maîtrise. Ouais, tu as une situation d'autonomie, de maîtrise. Il y a aussi, je te dis, le regard des autres qui est important, parce que même si tu es entrepreneur à 3 personnes, ben, c'est toi, et puis personne ne te donne des ordres, tu fais ce que tu veux. Donc voilà, je crois que tout ça, ça joue. Okay. C'est ça qui est le plus important pour moi. Ok, et pour toi, du coup, s'il y a plus d'inconvénients ou plus d'avantages d'être un entrepreneur ? Pour moi, il y a plus d'avantages. Pour le coup, il y a beaucoup plus d'avantages. Mais ça dépend de ce que tu cherches. C'est-à-dire qu'il faut aussi... si quelqu'un veut une vie calme et puis passer le week-end sans être emmerdé, puis jouer au golf à partir de 6 heures, c'est peut-être pas... l'idéal d'être entrepreneur, parce qu'il faut quand même, surtout dans les phases de création ou autres, c'est très très intense. Et puis, il y a des trucs que si tu les fais pas toi, personne ne les fera. Alors que quand tu es dans une grosse boîte, avec des organisations matricielles, des fois, tu te laisses porter par la situation et tu y arrives à peu près. Ici, si ça se fait, si moi je fais pas... donc moi je suis, Laurent vient d'arriver, là, on dirige la boîte, donc on s'occupe des investisseurs, machin, mais on s'occupe aussi des trucs à la con. Hein. Donc il faut faire les virements pour payer les mecs, ben, c'est moi qui les fais. Hein. Bien sûr on a un cabinet comptable, quand il faut acheter des fournitures, c'est Laurent qui le fait. Enfin, donc on fait aussi des trucs super chiants, que je n'ai pas fait pendant 25 ans. Mais si tu les fais pas, personne ne les fera. C'est sûr. Okay. Et aujourd'hui, on préfère investir notre argent en embauchant des ingénieurs ou des commerciaux, des comptables et tout ça, on les embauchera quand ce sera plus beau, mais on ne peut pas le faire aujourd'hui. D'accord. De manière plus générale, ta vision de l'entrepreneuriat dans l'avenir,
Je pense que c'est c'est presque anachronique comme question. Je pense qu'en France, on est en train de découvrir ça. Je pense que... Et on le fait de manière assez remarquable d'ailleurs. Je pense qu'il y a il y a un vrai souffle en France, peut-être à cause de la crise, parce qu'on s'en est moins bien sorti que les autres. Mais j'ai l'impression que surtout à vos générations, j'ai l'impression qu'on est en train de découvrir ça. C'est-à-dire que les gens ont compris que c'était une manière de s'affirmer, c'était une manière de sortir du marasme de l'emploi à vie. Enfin voilà. Donc je pense que il y a un énorme avenir là-dedans, à différentes phases, des entrepreneurs qui vont créer des boîtes internationales, des entrepreneurs qui vont rester sur des choses beaucoup plus régionales. Mais dans les deux cas, je pense que ça va se développer. Et je pense même que ça va se structurer plus, c'est-à-dire qu'on parle notamment dans le cadre de la présidentielle, on parle de tous les métiers qui sont des métiers non salariés. Bon, l'entrepreneur, c'est un peu différent, mais quelque part, ça rentre dans ce cadre. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'avenir. D'accord. Okay. Lyon se revendique un peu la ville de l'entrepreneuriat en France. Est-ce que tu sens un peu cet élan particulièrement... Je pense que c'est justifié, parce que historiquement, c'est une ville d'entrepreneurs. Il y a beaucoup de grands entrepreneurs, assez discrets d'ailleurs à Lyon. Et ça se voit, c'est-à-dire que la richesse de la ville, elle est liée à cet état d'esprit d'entrepreneurs patrimoniaux. Un entrepreneur patrimonial, c'est un entrepreneur qui est propriétaire d'une bonne partie de son entreprise. Et donc là, on a des dynasties, parce qu'en fait, c'est pas nouveau cette histoire d'entrepreneur. Et il me semble même que, enfin là j'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble qu'au début du XXe siècle, c'était quelque chose de très développé. Alors, ça restait, il y avait quand même un vieux côté lutte des classes, c'est-à-dire que tu naissais dans la couche sociale qui te permettait d'être entrepreneur, et notamment parce que dans ta famille ils étaient entrepreneurs, soit tu naissais censé d'ouvrier, il n'y avait pas de passage. Donc, mais je pense que c'était très développé à cette époque-là. Pour une raison, après la guerre, ça a plus ou moins disparu. Peut-être parce que c'était l'avènement des très grosses entreprises, et puis dans les 30 glorieuses, les industries ont tellement recruté, etc. Et là, c'est en train de revenir, mais avec les nouvelles technologies, avec un brassage beaucoup plus fort comment dirais-je, des couches sociales. Et c'est aussi beaucoup facilité par le numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même l'outil numérique, tu peux créer une entreprise, tu n'as plus besoin d'acheter, tu achètes un ordinateur, tu mets tout sur Google, tu as la messagerie, tu as tout pratiquement gratuit. Tu peux téléphoner dans le monde entier, tu te fais des Skype ou des conférences téléphoniques, tu peux avoir des clients n'importe où dans le monde et faire des meetings gratuits ou quasiment avec les nouveaux médias. D'accord ? Tu peux trouver, je sais pas, nous on fait faire des docs, on fait faire des docs comme ça, on fait charter les docs sur internet par un mec aux Philippines pour 700 €, alors que ça t'en coûtait 5 000 il y a 10 ans. Donc je pense que le numérique, il change la donne. C'est-à-dire qu'il abaisse les coûts d'entrée de l'entrepreneuriat. Alors évidemment, il a peut-être un inconvénient, c'est qu'il faut déjà bien maîtriser tout ça et avoir un certain niveau d'éducation pour pouvoir le maîtriser, mais en tout cas, il facilite les choses. Est-ce que tu vois l'entrepreneuriat comme un ascenseur social, quelque chose qui puisse servir à n'importe qui n'a pas de situation familiale à la base, enfin, pas de situation familiale positive à la base, et qui puisse, grâce à l'entrepreneuriat, grâce à une passion, un truc qui me tient à cœur, monter un projet qui... Ah oui, certainement, bien sûr. Bien sûr, je pense, et puis il y a dans ce que... évidemment, après c'est une question de volonté, de psychologie, de travail, mais bien sûr. Et il le fera encore une fois, il le fera d'autant plus qu'il aura un certain bagage éducatif à mon avis, parce que pour bien maîtriser tous ces moyens informatiques, le crowdfunding par exemple, les microcrédits, parce que tu as besoin d'argent à un moment donné, donc il faut trouver... Or, la bonne nouvelle, c'est que dans le monde actuel, il y a énormément d'argent, mais il faut trouver les bons réseaux pour pouvoir l'attraper, cet argent. Donc il faut, plus tu es éduqué, plus tu comprends ce monde économique, plus c'est facile pour le faire. Mais évidemment, c'est un ascenseur social très important. Mais ça reste accessible à tous. Mais ça reste accessible à tous, bien sûr. D'ailleurs, c'est quoi les qualités pour toi d'un bon entrepreneur ?
je pense qu'il faut être passionné. Il faut être polyvalent aussi, je pense qu'il y a un certain niveau de polyvalence. C'est très difficile si tu es un hyper spécialiste. Enfin, après, la polyvalence, elle peut naître de l'association. Ouais, l'association de plusieurs personnes. De plusieurs personnes. Donc tu peux voir, il faut trouver le bon équilibre dans ce cas-là. Mais la clé, elle est quand même de trouver de la polyvalence. Parce que si les mecs qui sont tous des super techos et qui s'associent ensemble, ça risque de ne pas le faire. Si tu n'as que des commerciaux qui s'associent ensemble, ça ne va pas aller loin non plus. Donc soit il faut trouver, soit c'est un entrepreneur et il faut qu'il lui-même a ses polyvalences, c'est-à-dire qu'il ait le sens du client, du produit, des problèmes de gestion ou autre, soit qu'ils arrivent à fournir un groupe qui collectivement sera polyvalent. Okay. Et du coup la perspective d'un entrepreneur pour se lancer tout seul, ça paraît un peu compliqué selon toi? Moi personnellement je n'ai jamais fait. Ouais. Je pense que ça nécessite des qualités là humaines qui sont peut-être encore plus importantes parce que il faut être vachement résilient, c'est-à-dire qu'il y a forcément dans la dynamique entrepreneuriale, il y a des hauts et des bas, et gérer les bas, c'est plus facile quand on est 2 ou 3. Parce que tu as l'autre qui, en général, si les deux ils sont pas en déclin en même temps, ça permet de... Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est que c'est un domaine dans lequel on est vachement seul. Quand tu es seul dirigeant, tu prends des décisions, et c'est pas blanc et noir. C'est-à-dire que la décision, des fois, par exemple, des décisions pour des collaborateurs. Des décisions, c'est difficile, les décisions sur les collaborateurs. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le sanctionne? Est-ce que je le valorise? Comment je gère ça? Et c'est une décision, tu peux en parler à d'autres genres, mais les autres, d'abord c'est vachement difficile de leur expliquer tout le contexte. Ensuite, ils ne sont pas engagés affectivement et machin comme toi, donc tu es tout seul. Le fait de le faire avec des associés, ça facilite vachement les choses. Comment on arrive à concilier vie professionnelle et vie personnelle? Surtout à un moment où, quand on crée une entreprise, on est souvent débordé, pris par ça complètement. Oui, mais après, il faut. Je pense que. Bon, d'abord, il faut peut-être que ton entourage ait accepté ça, parce que c'est évidemment des contraintes. Donc, il faut probablement en parler avec son entourage pour être sûr que ça va le faire. Et puis après, il faut aussi se dire qu'on est plus dans une course de fond que sur un sprint. Donc dans une course de fond, il faut s'économiser, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'aller jusqu'au bout. C'est pas, quand tu fais le marathon, tu pars pas 10 km comme un fou, tu es carbonisé. Donc il faut être capable de... Ça veut dire que, bien sûr, il y a des moments où on ne peut pas faire autrement, il y a des coups de bourre, mais il faut être capable de se donner un peu d'air. Tu ne peux pas, pendant 5 ans, être la tête dans le guidon matin, midi et soir, tu deviens fou. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut être capable de gérer des coups de bourre et que ton entourage puisse le faire. Et il faut aussi être capable de lever un peu le pied parce que sinon tu n'y arriveras pas au bout non plus. Donc ça reste un vrai plaisir. Oui, et c'est pour ça aussi que c'est mieux d'être associé parce que c'est vrai que quand tu es associé, c'est quand même un peu plus facile de lever le pied de temps en temps parce que tu en as un autre qui tient là-bas. D'accord. Alors que si évidemment tout dépend de toi matin, midi et soir et que tu peux pas, c'est sûr que c'est compliqué. Une question finale. À chaque fois qu'on interviewe quelqu'un, on lui demande s'il n'a pas un projet, une personne, quelqu'un qui aimerait bien mettre en valeur en fait. C'est quelque chose pour lequel il a vraiment un vrai intérêt et qui mériterait d'être mis en lumière. Mais qui a un rapport avec l'entreprise? Comme tu veux. Ce qui te tient à cœur. Une personne ou un projet qui selon toi mérite, est digne d'intérêt et mérite d'être promu. Non, mais j'ai essayé de trouver quelque chose qui est digne d'intérêt, mais qui n'est pas directement dans son trio. Non, moi ce que je pense à ça comme ça. Je pense que ce qui est digne d'intérêt, c'est des choses qui sont... ou des choses qui sont faites par des gens qui peuvent le faire des fois à contre-courant, mais par conviction. Moi, j'ai été... vous allez me dire, je ne sais pas si ça fait du sens, mais je suis très impressionné par, au niveau politique, par l'attitude d'Angela Merkel par rapport aux migrants. Alors que,
en Europe, il y a une montée de l'extrême droite, que l'Allemagne est un pays très riche, etc. Et Angela Merkel a dit, nous, on va prendre 1 million de migrants. Contre son parti. Et elle a tenu bon. Et donc Angela Merkel, pour moi, c'est quelqu'un, c'est un vrai homme politique, je veux dire, c'est l'homme politique par définition. Dans une Europe où en général ils brillent pas par leur non mais par leur force de voilà. Angela Merkel, on peut dire ce qu'on veut, elle est pourtant plutôt elle est plutôt à droite, hein, carrément, et en même temps elle fait preuve d'une générosité très importante, considérant que l'Allemagne avait largement les moyens d'accueillir autant de migrants, et elle a fait ça au risque de perdre les élections. Là je trouve que c'est bien. D'accord. Okay. En gros, c'est les gens qui prennent des risques sur leurs conditions. Oui, et qui, qui à un moment donné, sont sûrs de leur, que c'est bien, que c'est ça qu'il faut faire, et qu'ils le font. Voilà. Indépendamment, en pensant d'ailleurs qu'elles vont être capables de convaincre la population que c'est ce qu'il faut faire, mais au risque de perdre les élections. Ça, c'est quand même fort. En général, on fait le contraire quand même, les mecs qui disent... C'est beaucoup plus de démagogie que d'actes politiques en tant que tel. C'est vrai. Eh ben écoute, on en a merci fini. beaucoup. Merci à vous. Voilà. Et puis on se revoit très vite. Voilà.